Un petit peu de retard, mais on ne veut pas aussi vous garder trop longtemps, considérant qu'on est en fin de journée. Alors, déjà, je veux vous remercier d'être là. Puis il y a peut-être des gens qui vont se brancher en ligne. Et cet après-midi, on a eu un groupe de formateurs européens qui étaient avec nous et avec qui on a pu discuter un peu plus en profondeur de tous les changements qui ont eu lieu dans la classification. On va faire un survol un peu plus rapide ce soir pour pas que ce soit trop lourd pour vous. Aujourd'hui, c'est une occasion un peu spéciale. C'est un peu comme une avant-première pour nous parce que la classification telle qu'elle a été révisée, elle est presque achevée. Il reste des petits trucs, des petites coquilles à corriger. Et puis la version finale devrait paraître assez bientôt. On espère. Patrick s'est engagé à dire d'ici moins d'un mois. Oui. Alors, j'ai confiance qu'on va y parvenir. On a presque tout terminé. Je veux vous dire qu'on a travaillé très, très fort. Il y a le comité, le conseil d'administration a formé un comité ad hoc sur la révision de la classification il y a maintenant un peu plus d'un an. Peut-être que Catherine, tu nous en feras un petit mot tout de suite après. C'est un comité qui a travaillé très fort et qui a vraiment mis vraiment beaucoup de cœur dans le travail qui était à accomplir. Il y avait beaucoup à faire. De ce comité-là, Pierre Castellin ici, Catherine, Patrick, Jean-Louis Corpès, qui est peut-être avec nous. Est-ce qu'il est branché, Jean-Louis? Non. Mais qui a été retenu, qui ne pouvait pas venir avec nous aujourd'hui. Et c'est une avant-première dont on ne pouvait pas se priver parce que nos amis européens sont de passage au Québec pour travailler avec nous. On est dans une grande semaine de travail et entre autres de planification stratégique. Alors on ne pouvait pas se priver de ce moment-là pour, en avant-première, vous faire le lancement de la classification. Le comité a travaillé très fort. Tous les 5, on a vraiment mis beaucoup d'énergie pour faire le boulot. Il y a 2 personnes qui ont travaillé particulièrement, qui ont une contribution remarquable. Je l'ai mentionné cet après-midi, je le rappelle maintenant. D'abord, Catherine, qui a présidé notre comité. Et je disais qu'il nous a fouettés gentiment quand il fallait, parce qu'il y avait beaucoup à faire, et puis il fallait quelqu'un qui nous ramène à la tâche parfois, et qui a surtout aussi pris tout le travail, toutes les décisions qui ont été entérinées en comité, et qui ont digéré ça, et qui l'ont amené à un état de presque finalité, de sorte qu'on a quelque chose de très intéressant à vous présenter. Catherine, donc, pour ce travail-là d'encadrement, de présidence du comité, qui nous a ramenés constamment sur la tâche. Et puis, l'autre personne qui a une contribution particulière, je pense que c'est Patrick, puis je l'en remercie parce qu'il nous a ouvert très généreusement toutes ses connaissances et tout ce travail-là, tout ce que comporte le MDH-PPH, alors il l'a mis sur la table et il nous a permis de travailler dedans, de l'explorer, de remettre en question, de proposer des changements. Et ça prend beaucoup de générosité pour faire ça, et beaucoup de confiance aussi. Alors, je te remercie beaucoup pour la confiance que tu nous as accordée dans ce travail-là. Alors, je les laisse nous présenter cette classification internationale. Donc, Catherine, à toi. Je te laisse saluer. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être là. Nous, on est vraiment très contents d'être arrivés au terme de cette classification et de ce travail qui aura donc duré depuis avril 2017. Soyez les bienvenus, mesdames. En fait, on a commencé le comité de révision dont je vais vous parler un tout petit peu a commencé en 2017. Mais les travaux avaient été faits, bien évidemment, en amont par Patrick, qui avait dans l'ouvrage qu'il avait publié, La funambule, le fil et la toile, n'est-ce pas? Et où se trouvaient là tous les affinements et les approfondissements conceptuels et théoriques et pratiques, je veux dire concrets, du processus de production du handicap. Donc, il fallait, le comité de révision avait pour tâche d'opérationnaliser les approfondissements conceptuels et théoriques de Patrick. Alors,
je viens un tout petit peu, voilà. Donc, en octobre, non, quand était-ce qu'on a constitué le comité international? En avril, oui, c'est là, ouais, en avril. Mais on a commencé les travaux en avril, c'est-à-dire que ça a été fait un tout petit peu avant. Le CA avait constitué le comité de révision un tout petit peu avant, c'est-à-dire comité de révision qui était un comité de révision international. Piochant parmi les experts du conseil d'administration du RIPPH, à savoir son président, Jean-Pierre Robin, Pierre Castelin, qui est vice-président Europe, ça s'appelle comme ça, vice-président Europe international du RIPPH, parmi d'autres qualités. Et aussi donc administrateur, mais surtout, et puis, pardon, je me mélange un peu les pinceaux là, Jean-Louis Corpès, donc qui n'est pas là, il est peut-être là-haut. Non, il n'est pas là, non. Dans le cloud. Il était là tout à l'heure. Donc, qui lui est en France, et puis donc Patrick Fougerolas, qui faisait partie du comité de révision, je pense que c'était assez nécessaire, et puis et moi-même. Et donc on s'est réunis, je veux dire, ce qui était très très important dans ce comité, c'était, à mon avis, c'était qu'il y avait là trois administrateurs, mais surtout dont les expériences professionnelles étaient absolument essentielles, outre celle de Patrick, sur laquelle je ne reviendrai pas, tout le monde le connaît, et ça, vous savez à quel point, de toute façon, il n'y aurait pas eu de comité de révision s'il n'y avait pas eu le PPH, s'il n'y avait pas eu Patrick. Alors, de toute façon, vous savez ce qu'on doit tous à Patrick. Mais pour ce qui était de Pierre, de Jean-Pierre et de Jean-Louis, il y avait là trois formateurs au PPH qui connaissent le PPH sur le bout des doigts, qui le connaissent vraiment dans le moindre détail, à la moindre virgule. Donc, c'était essentiel de pouvoir s'appuyer sur ces compétences-là. Le comité s'est réuni donc d'avril 2017 à septembre, enfin à aujourd'hui en fait, parce que on continue à trouver quelques coquilles. Et non les moindres dans ton prénom. Non, alors oui, il y en a une aussi, à propos de nom. C'est que je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse Ginette Saint-Michel ST. Ça s'écrit S-A-I-N-T. Il s'appelle ST. C'est vrai? Ça s'écrit comme ça? Ah, mais écoute, toi, j'ai bien fait de le dire en public. Hein. J'ai bien fait de le dire en public parce que sinon j'aurais, tu vois, t'empêter pour. Ah, il faut mettre son nom. Justement, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Donc, mais à mon nom, bon, ça, c'est une coquille qui peut passer. Ça n'est pas, franchement, tu vois, existentiel. Donc, on a eu 13 réunions en réunion Zoom. Alors, comme le dit Patrick, le fait remarquer, c'était le dimanche. Donc, on se réunissait, pour ce qui était des Européens, on se réunissait à Paris, où mes collègues Pierre, Jean-Louis, venaient l'un de Boulogne, l'autre de Bruxelles, me retrouver à Paris. Alors, c'était l'occasion quand même, il faut bien le dire, de se faire en général des coquilles Saint-Jacques le soir. Mais enfin... Mais c'était surtout... Ça voyage mal, les coquilles Saint-Jacques. Mais elles venaient de mon petit... de mon petit poissonnier qui arrive de Dieppe tous les samedis matins. Donc, les coquilles étaient fraîches du samedi. Donc on a travaillé, alors après ça, on s'est réparti les tâches, on a fait d'abord la liste des choses qu'il fallait intégrer dans la classification, puis on s'est réparti les tâches, alors évidemment en Zoom. Pendant ce temps, vous étiez chacun dans 2 lieux séparés, n'est-ce pas? Voilà, donc on avait nos réunions Zoom, on fait l'inventaire des tâches, ça c'était entre avril et juillet, je crois, 2017, et on se répartit les tâches. Et puis donc, après ça, les réunions ont donc consisté à discuter des apports des uns et des autres dans la classification. Alors,
il y avait une chose, il y avait un principe de base, c'était que de toute façon, c'était même pas un principe, c'était une évidence pour nous tous, que rien on ne touchait absolument pas à la structure conceptuelle de la classification. Et qu'on veillait aussi à ce que la segmentation conceptuelle de la classification et cette fameuse exclusivité mutuelle des catégories et des domaines, des dimensions conceptuelles et des catégories soient essentiellement respectées. Qui est une énorme différence avec la classification de l'OMS. Mais ça n'est pas la seule, mais enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Je vous épargnerai ça. Les modifications apportées. Alors, elles sont... Il y a des modifications conceptuelles et puis des modifications, disons, de type technique. Dans les modifications conceptuelles, on change de titre. Ça s'appelle désormais la classification SA. Elle s'appelle classification internationale, modèle de développement humain et du processus de production du handicap, MDH-PPH. On passe de la classification québécoise à une classification internationale. Dans les grandes modifications vraiment tout à fait importantes, c'est en premier lieu, peut-être on peut dire en premier lieu, l'introduction des facteurs identitaires. Les facteurs identitaires sont donc une nouvelle dimension du domaine des facteurs personnels avec les systèmes organiques et les aptitudes. Patrick nous dira dans quelques instants ce qu'il faut entendre par facteur identitaire. Notre travail a donc consisté à définir ce que c'était, que déjà c'était largement défini dans la funambule, le fil et la toile, de définir le facteur identitaire et en établir une nomenclature expérimentale, c'est expérimentale, c'est-à-dire qu'elle est pas exhaustive, elle n'est pas finie, et elle est là pour être expérimentée. Une autre très importante modification, ça porte sur la révision de la notion de facteur de risque. Comme vous verrez dans le schéma conceptuel, la notion de cause est associée à la notion de facteur de risque qui était auparavant dans le modèle du PPH associée au facteur personnel. Cette dimension-là disparaît dans le nouveau schéma. Et là encore, Patrick nous dira pourquoi cette notion de facteur de risque a été révisée et pourquoi, pour contrebalancer ou par opposition à la notion de facteur de risque, est introduite la notion de facteur de protection. Enfin, une très importante modification a également été faite au niveau des facteurs environnementaux. Et là, vraiment tous les trois, Jean-Pierre, Patrick et Pierre, ont énormément travaillé sur cette restructuration des facteurs environnementaux, avec un redécoupage de l'environnement, un affinement du découpage de l'environnement en distinguant trois dimensions spatiales spécifiant l'environnement en termes de micro-environnement, méso-environnement et macro-environnement. Là encore, Patrick nous en dira deux mots. Enfin, on a également, ça c'est surtout à l'initiative de Jean-Pierre Robin, une révision du concept d'incapacité. Et ça, c'était quelque chose de très important aussi, d'essayer, dans l'idée, c'était aussi de rester dans ce que Patrick nous indiquait, c'est-à-dire d'être dans un modèle anthropologique, mais une anthropologie, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'en discuter avec Patrick, de savoir quelle est son anthropologie, mais en tout cas, ce qu'il nous donne à entendre, c'est que son anthropologie et le modèle de développement humain consiste à dire ou à proposer un modèle qui ne s'applique pas que à des personnes ayant des incapacités ou à l'analyse de situations de personnes ayant des incapacités, mais de montrer comment ce modèle s'applique à tous les êtres humains en tant qu'êtres sociaux, c'est-à-dire être construits socialement. Et la question, là aussi, à cause de cette approche anthropologique très spécifique qui est celle de Patrick, c'était d'arriver
on avait un peu dans l'idée de neutraliser les termes discriminatoires, qui restent encore, parce qu'ils sont utilisés dans le sens commun. Donc c'était aussi un travail sur revenir sur le sens commun, et notamment Jean-Pierre nous a invités à réfléchir au concept d'incapacité et de lui substituer le concept de capacité, notamment de la mesure de la capacité. Patrick nous en dira aussi un mot dès que je lui aurai laissé la parole. Précision sur Patrick a également apporté des précisions, a beaucoup insisté sur la notion de temporalité et comment une analyse véritable de situation suppose de pouvoir évaluer l'évolution de situation, c'est-à-dire de pouvoir évaluer en des temps différents, de comparer en des temps différents, une même situation en des temps, enfin, même situation, les mêmes données, on va dire, mais en des temps différents. Enfin, il y a eu des aspects plus techniques qui ont consisté à ajouter un chapitre sur l'utilisation de la classification, avec des exemples d'analyse de situations individuelles et de situations collectives. Et ça, on doit beaucoup ça à Pierre et à Jean-Louis Corpès, à Pierre Castelin et à Jean-Louis Corpès. On a également, ça a été le rôle de Pierre, de Jean-Pierre Robin, une harmonisation des échelles de mesure, des qualificateurs, des domaines et dimensions conceptuelles, une révision de l'historique de la classification, une révision également de la codification, merci Pierre, et une actualisation de la bibliographie. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des grandes modifications qui ont été apportées à cette classification qu'on est aujourd'hui très fiers de vous présenter. Je passe la parole à Patrick. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Catherine, parce que ça inquiétait beaucoup de gens, est-ce que vous allez toucher au concept et tout ça, on a vraiment respecté les concepts et les définitions. Ce que vous voyez, c'est que dans le premier rectangle à gauche des facteurs personnels, on a de manière explicite maintenant la dimension des facteurs identitaires qui peuvent être des facilitateurs ou des obstacles à la participation sociale. L'autre distinction, c'est effectivement la distinction des trois niveaux systémiques spatiaux de micro, méso, macro, donc dans les facteurs personnels et les facteurs environnementaux, qui sont les deux éléments qui sont en interaction avec les habitudes de vie comme résultat, donc au niveau de la participation sociale. Et on a là aussi respecté, on a distingué activités courantes et rôles sociaux, mais il n'y a pas de hiérarchie dans ces habitudes de vie, là, qui sont toutes des habitudes construites socialement. C'est simplement par facilité que souvent dans la pratique on vient distinguer, mais ce n'est pas un niveau hiérarchique. Ensuite, vous avez, en plus du mot interaction qui apparaissait auparavant, la notion de flux temporel qui a été précisée. Alors c'est toujours difficile, je vais revenir un petit peu tout à l'heure là-dessus, quand on a un modèle qui est statique comme celui-là, de voir qu'en fait il s'inscrit dans la continuité. Donc tous ces éléments-là du modèle changent les uns les autres et donc se modifient dans le temps. Alors l'interaction elle est continue, on est dans le présent, mais au fur et à mesure que les choses changent, les éléments peuvent changer au niveau de la personne, au niveau de ses atteintes organiques, anatomiques, au niveau de ses aptitudes. Il y a aussi un environnement qui est en changement, et dans cette relation personne-environnement, les résultats au niveau de la participation sociale, de l'exercice des droits, de la réalisation des habitudes de vie sont aussi en modification. J'irai plus précisément tout à l'heure. Donc, on va aller tout de suite aux facteurs identitaires. Bon, les facteurs identitaires, c'est quelque chose que l'on a vu au point de vue recherche et au point de vue
de l'utilisation du MDH-PPH, il y a souvent une tendance à vouloir déduire de diagnostic ou de profil de déficience ou d'incapacité, de penser qu'on peut déduire d'un profil d'incapacité, d'un profil fonctionnel, le résultat sur le plan de la participation sociale. Or, en recherche, on s'aperçoit que des personnes qui ont les mêmes profils d'incapacité vont différer selon la manière dont ils vont appréhender leur expérience du handicap, selon leurs caractéristiques identitaires. Donc, tenir compte des éléments identitaires, de l'âge par exemple, de l'histoire de vie des personnes, du sens qu'elles donnent à leur réalité, de la manière dont elles vivent plus ou moins une stigmatisation, comment elles sont résilientes par rapport à une situation. Ça ne s'explique pas par les profils de déficience et incapacité. Il faut introduire la dimension de la personne sur le plan identitaire. Qu'est-ce que c'est les facteurs identitaires? C'est le résultat, à un moment, pour une personne, de sa construction identitaire depuis qu'elle est née, dans un environnement particulier, parce que les êtres humains sont toujours liés à des contextes précis, à un environnement spécifique, et donc la construction identitaire, elle se fait dans le temps. Comment on utilise le MDH-PPH? On est en lien avec une personne qui a déjà une identité construite. Et donc, à ce moment-là, on a besoin d'un outil, en fait, d'une nomenclature pour identifier les éléments qui sont significatifs pour elle dans la création d'obstacles ou de facilitateurs à la participation sociale. Ça va être différent selon son genre, selon la dimension ethnique, par exemple, selon la langue qu'elle utilise, selon ses choix de vie, selon le sens qu'elle donne, ses croyances. Donc tous ces éléments-là sont potentiellement des éléments qui vont venir jouer dans l'interaction personne-environnement. Donc un facteur identitaire est une caractéristique socio-démographique, économique, culturelle, ou une caractéristique physique, fonctionnelle, comportementale, ou correspondant aux valeurs et préférences personnelles que la personne s'attribue ou qui est susceptible de lui être attribuée dans son contexte de vie. Alors, je reviens un peu sur les valeurs et préférences personnelles. Le MDH-PPH, il s'inscrit dans la prise en compte des choix de la personne dans une perspective qui tend vers l'autodétermination des personnes. Donc les choix et préférences des personnes sont des éléments qui sont très importants à prendre en compte. Et ce sont les éléments que la personne s'attribue. Par exemple, la personne va dire « ça, c'est quelque chose qui a de l'importance dans mon identité », par exemple l'orientation sexuelle ou des éléments comme cela. Mais c'est aussi pour pouvoir identifier des éléments qui sont dans mon identité que moi, personnellement, je ne leur donnerai pas d'importance, mais l'environnement leur donne de l'importance. Donc, par exemple, vous allez voir qu'on introduit la notion de l'information diagnostique dans les caractéristiques identitaires, mais ce n'est pas dans un sens médical. C'est dans le sens où, par exemple, si on vous attribue un diagnostic de schizophrène ou de VIH-Sida ou d'accident cérébrovasculaire, cet élément va pouvoir provoquer une réaction au niveau de l'environnement et créer en soi un obstacle ou un facilitateur à la participation sociale. Donc c'est plus de le prendre en tant qu'information sur l'identité de la personne qui peut être le reflet d'attitudes, de représentation et de croyances ou même de modalités d'accès au programme liées à l'environnement. Donc par exemple dans l'organisation des services, souvent on va utiliser les diagnostics et après les diagnostics ils vous collent à la peau puis on va leur donner un sens particulier. Puis si vous n'avez pas le bon, là c'est mal parti.
Donc, juste pour vous donner, je ne passerai pas au travers de tout, mais il y a deux grandes catégories de facteurs identitaires. Il y a les caractéristiques sociodémographiques, économiques et culturelles dans lesquelles on retrouve les grandes dimensions sociodémographiques de l'âge, du sexe, la nationalité, l'état matrimonial, le nombre d'enfants, la position dans la famille, parce que c'est un élément qui peut être assez important. Le rang de naissance, ça prend souvent du sens d'être un aîné ou d'être un cadet ou d'être dans la lignée, dans votre position dans la famille. Le niveau d'instruction, les types d'occupation, les statuts professionnels, les types de revenus, que ce soit au niveau rémunéré ou enfin de salaire ou de compensation ou de pension, enfin tous ces éléments-là, le montant des revenus annuels, le statut socioculturel, par exemple, l'appartenance de fait à un groupe ethnique, régional ou confessionnel. Alors vous voyez, dans cette première partie, c'est pas mal, c'est souvent des facteurs identitaires attribués, alors que dans le deuxième, il y a encore le mode résidentiel, le statut résidentiel. Par exemple, si on est locataire ou propriétaire, par exemple, par rapport à l'adaptation de domicile, tout ça, ça pose un ensemble de difficultés différentes. Le statut juridique de citoyenneté, le fait d'avoir la citoyenneté ou d'avoir un statut d'immigrant ou de réfugié, ça amène, ou d'être sous curatelle, par exemple, ou sous tutelle, ça vient jouer dans votre accès au droit et à votre accès à la citoyenneté, à la reconnaissance au niveau de la couverture des programmes, par exemple. Ça, c'est un élément. La langue administrative qui peut être attribuée à la personne par une instance administrative en fonction de critères officiels comme le lieu de résidence, la nationalité, comme par exemple l'enseignement en français. Ça, c'est des choses qui sont je parle au Québec, qui peuvent être instituées au niveau administratif. L'appartenance à un système scolaire lié à un régime linguistique, par exemple. Alors, la deuxième catégorie, c'est des caractéristiques qui relèvent de l'identité personnelle. Donc, l'identité socio-culturelle, et qui va plus rechercher les choix de la personne à adhérer à un groupe particulier, un groupe culturel, politique, sportif, confessionnel, philosophique. Ensuite, la langue d'usage, qui est différente de la langue qui a un statut administratif et qui peut être liée au mode de communication. Donc, ça peut être la langue officielle du pays, mais ça peut être la langue maternelle, la langue vernaculaire, la langue des signes pour les personnes sourdes, ou d'autres formes de langage non verbal. L'orientation sexuelle aussi, donc qui rejoint l'expression intime et personnelle du genre de la personne et qui peuvent recouvrir tout un ensemble de possibilités identitaires que vous connaissez, qui incluent les LGBTQ+, c'est ça. Donc ça c'est important parce que ça nous permet aussi, pas juste ça, mais aussi les éléments ethniques, les éléments linguistiques, de rejoindre la perspective intersectionnelle. Alors, les personnes ne sont pas juste une totalité de profils de capacité fonctionnelle avec un âge et tout cela, mais ils sont aussi une identité complexe qui est liée à la diversité des caractéristiques identitaires de la population. Il y a aussi des caractéristiques physiques, fonctionnelles ou psychologiques qui sont des signes distinctifs et qui peuvent éventuellement créer des stigmatisations, d'avoir certains traits particuliers. Ça peut être la pigmentation de la peau dans tous les processus de racisation, la couleur des cheveux, le fait d'être grand, d'être petit, d'être corpulent, d'avoir, je te disais tout à l'heure à la blague, d'avoir les cheveux roux, ça peut être des sources de discrimination à l'école. Aussi le langage gestuel, la manière de bouger, l'élocution, tout ça sont des éléments qui peuvent amener
des interprétations sociales qui viennent jouer dans le processus. Les diagnostics, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est les informations diagnostiques significatives pour la personne ou imposées par l'environnement. Et l'histoire de vie, on doit tenir compte, si une personne, elle a passé toute sa vie à Blanc-Sablon, et puis que tout d'un coup, elle arrive suite à un accident dans la région de Québec, il va falloir tenir compte de cette histoire-là, et aussi qu'éventuellement, elle va vouloir retourner dans son milieu de vie. Et les objectifs de vie, en fait, qui sont la base pour, par exemple, construire un plan de service ou un plan d'intervention, d'identifier les objectifs exprimés par la personne dans ce qu'elle désire réaliser. Donc, ça fait partie des facteurs identitaires. Les valeurs, fini, donc tous les codes culturels ou les principes auxquels la personne se réfère pour juger ses actes et guider sa conduite. Et finalement, les croyances qu'elle a. Donc l'adhésion de la personne à des dogmes, des doctrines ou idéologies philosophiques, politiques ou scientifiques, qui en fait peuvent lui donner un sens à son existence et orienter ses choix. Donc ça fait le tour des facteurs identitaires. Comme Catherine l'a dit, c'est une nomenclature qui est expérimentale. On a mis des mises en garde. Ce qui est important, c'est de ne pas faire des questionnaires avec cela. C'est pas pour traduire tout ça dans un questionnaire et puis les poser systématiquement aux personnes. C'est d'être en mesure, à partir d'une batterie de caractéristiques identitaires, d'identifier éventuellement celles qui sont exprimées ou par la personne ou par ses proches, selon l'âge, comme des éléments qui sont significatifs pour elle ou qui vont la gêner ou la favoriser dans un contexte particulier par rapport à un autre. Donc il y a une mise en garde pour une utilisation éthique de ces informations-là, parce que toute la dimension éthique dans ce document-là doit être prise en compte. C'est important dans les formations de bien insister sur cette dimension. Ensuite, les facteurs de protection, facteurs de risque. Alors, ce que c'est devenu tout à l'heure, là, dans le modèle, vous voyez que dans chaque dimension conceptuelle, alors, vous retrouvez facilitateur obstacle, autant dans les facteurs identitaires, les systèmes organiques, les aptitudes, l'environnement et les habitudes de vie. Donc, il n'y a plus techniquement de nomenclature des facteurs de risque, bien qu'on l'ait gardé en annexe, parce que c'est un travail qui était unique au niveau international et qui peut être intéressant en tant que document de référence. Mais quand on parle de facteurs de risque et de facteurs de protection, il faut voir comme des qualificateurs, au même titre que le fait de parler pour les systèmes organiques de dimension d'intégrité jusqu'à la déficience, de la dimension de la capacité à l'incapacité dans les aptitudes, ou parler de facilitateur ou d'obstacle pour l'environnement, ou de situations de participation sociale et de situations de handicap. Donc c'est des qualificateurs, et c'est les éléments, par exemple, qui peuvent, au niveau d'une personne, à cause de caractéristiques biologiques ou par rapport à des comportements particuliers qu'elle peut avoir, qui peuvent être reliés aux facteurs personnels, mais les risques, bien entendu, peuvent venir aussi de l'environnement, que ce soit l'environnement physique, la salubrité, l'accès à l'alimentation, l'accès à de la protection au niveau des soins, ou au niveau d'avoir un milieu sécuritaire ou familial. Et ces éléments-là, donc, sont des éléments qui vont amener éventuellement des causes de traumatisme, de maladie ou d'aggravation des déficiences qui sont déjà existantes. Par exemple, une personne qui a une lésion médulaire,
elle peut, à cause de l'insalubrité de son logement et du fait d'un manque de soins, développer des plaies de pression qui sont une conséquence secondaire du fait d'avoir une lésion, mais qui sont reliées à l'environnement. Donc c'est bien important, là, on n'arrive pas avec une autre case, avec facteurs de risque et facteurs de protection. Donc les facteurs de protection, ce sont des facteurs personnels. Alors les facteurs personnels, les habitudes de vie et les facteurs environnementaux sont qualifiés de facteurs de protection lorsqu'ils interviennent pour prévenir une maladie, un traumatisme ou toute autre atteinte à l'intégrité ou au développement de la personne. Les facteurs de risque maintenant, donc c'est l'inverse. Les facteurs personnels, les habitudes de vie et les facteurs environnementaux sont qualifiés de facteurs de risque lorsqu'ils sont susceptibles de provoquer une maladie, un traumatisme ou toute autre atteinte à l'intégrité ou au développement de la personne. Donc ça amène une utilisation du MDH-PPH dans une perspective préventive de santé publique, par exemple, parce qu'on peut l'appliquer aussi au niveau individuel puis au niveau populationnel, donc qui permettent de documenter ces questions de facteurs de risque et de facteurs de protection. Troisième point, l'actualisation de la nomenclature des facteurs environnementaux. On a fait quelques modifications dans la nomenclature qui existait déjà, mais pas énormément. Mais il y a certains éléments qui ont été précisés. Et le travail le plus important que vous allez retrouver dans la nouvelle version, c'est que pour chaque catégorie de la nomenclature, on va venir identifier le niveau micro, méso et macro selon les définitions suivantes. Le micro-environnement personnel correspond au contexte spécifique à la personne, comme sa famille immédiate, ses proches, son domicile, son poste d'études ou de travail, soit tous les contextes qui lui sont propres et peuvent être spécifiquement adaptés à ses besoins. Donc c'est tout ce qui est modifiable en fonction des caractéristiques singulières de la personne. Donc ça peut être par exemple l'adaptation de domicile, ça peut être un enseignement ou une sensibilisation par rapport aux proches, ça peut être l'adaptation d'un véhicule privé ou un accommodement par exemple au niveau du poste de travail ou au niveau de l'école pour lui donner les moyens scolaires d'être accompagné ou d'avoir des technologies ou des modalités de réalisation des tâches qui sont différentes des autres. Donc c'est spécifiquement pour elle et c'est adaptable pour elle. Si on va au méso-environnement, ben là on est dans le collectif. C'est le méso-environnement, c'est tous les éléments de l'environnement que la personne peut fréquenter ou utiliser dans son environnement immédiat, mais qui ne sont pas conçus spécifiquement pour elle, mais d'un point de vue collectif, pour la population en général. Ça ne veut pas dire que l'environnement n'a pas inclus, par exemple, si on est dans une perspective de conception universelle, les caractéristiques fonctionnelles différentes de la population peuvent être prises en compte dans l'environnement collectif. Mais cet environnement-là ne peut pas être modifié spécifiquement pour la personne. Donc, par exemple, on va adapter le transport en commun, on va avoir un transport adapté, mais ils ne sont pas faits spécifiquement pour les personnes, ils sont faits en fonction de la collectivité. Le macro-environnement réfère aux dimensions sociétales, donc qui sont, dont la composition, le développement et les modifications la dépassent le niveau territorial local et sont réalisées au niveau de la collectivité et concernent l'ensemble de la société tout en régulant la vie sociale de chaque citoyen. Donc c'est la loi de santé, services sociaux,
c'est le code du bâtiment, c'est les réglementations générales au niveau des programmes. Donc ce sont tous les éléments là qui vont, et ça peut être aussi les valeurs et les croyances ou la culture, les éléments culturels d'une société. Si on veut les changer, il faut le faire au niveau collectif et au niveau macro. Hein, donc ça, c'est quelque chose souvent qui est important, par exemple, pour les intervenants, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau santé, services sociaux, c'est que souvent, ils pensaient qu'ils intervenaient juste au niveau de l'individu. Je dirais, il y a quelque temps, on a évolué. Et maintenant, les gens ont une approche écologique où ils vont tenir compte des proches, ils vont tenir compte de l'environnement domiciliaire, du milieu réel de vie. Mais en même temps, ils vont être contraints en tant qu'intervenants aussi par le budget, par les limites des ressources, donc par un ensemble de choses qu'ils ne contrôlent pas véritablement et sur lesquelles ils ne peuvent pas intervenir. Donc c'est important dans la démarche de voir où se trouvent les responsabilités en termes d'analyse spatiale là, des imputabilités, parce qu'on ne peut pas changer tel élément de loi au moment où on intervient dans un programme, par exemple. Par contre, les choses peuvent éventuellement remonter pour qu'il y ait un changement législatif. Là, je vous donne juste un exemple de micro, méso, macro. Par exemple, là, on parle du transport. Donc, la catégorie de la nomenclature, c'est l'organisation et les services liés aux activités qui visent le déplacement des marchandises ou des personnes, telles que les compagnies de taxi, de transport interurbain, de navigation, d'aviation, les animaux qu'on va utiliser pour les déplacements, parce que la classification, elle se veut internationale, donc ça inclut ces éléments-là. Au niveau micro-environnement, ça peut être l'organisation et les services personnalisés du mode de transport pour répondre aux besoins spécifiques de la personne. Par exemple, l'assistance personnalisée qu'elle peut recevoir pour se déplacer. Ça peut être une adaptation de son véhicule, ça peut être quelqu'un qui conduit et qui l'accompagne. Donc c'est des éléments plus spécifiques qui appartiennent à son environnement privé. L'organisation générale et les services de transport au niveau méso-communautaire, donc le service régulier de transport, incluant le transport adapté au sein de la collectivité locale, c'est-à-dire municipale, ou peu importe les dénominations qu'on va utiliser. Et au niveau macro, ben là c'est l'organisation générale des services de transport. Ça touche en particulier l'interurbain, l'intermunicipal, tout l'aspect du transport régional, ça peut être au niveau provincial, ça peut être au niveau national, fédéral et international, donc toucher par exemple les lignes aériennes, les trains, tous ces éléments. Il y en avait un autre au niveau des meubles qui donnait la même chose. Par exemple, si on a des meubles, c'est les objets qui servent à garnir divers types de bâtiments. Ils peuvent être spécifiques à la personne ou fabriqués directement par la personne, utilisés ou fabriqués. Et on peut agir directement sur, par exemple, dans l'adaptation d'une cuisine pour lui donner des normes universelle d'accessibilité. Mais par contre, si on achète sa cuisine préfabriquée, ben là, collectivement, il faut que quelque part, il y ait quelqu'un qui l'ait fabriqué à partir de ces normes d'accessibilité universelle. Donc, quand on est au niveau du méso, c'est les meubles qui sont fabriqués ou commercialisés au sein de la collectivité locale. Et quand on est au niveau macro, ben là, c'est des produits qui sont commercialisés
sur le plan plus large, là, au niveau national ou au niveau international. Alors, la révision du concept d'incapacité, en fait, on vous en a dit quelque chose avec Catherine, c'est un peu un renversement de l'échelle de sévérité. C'est qu'on fait plus une échelle de mesure de degré de capacité plutôt que de sévérité de l'incapacité. Donc, c'est une approche positive de la capacité, qui est l'expression déjà, on avait déjà un terme positif pour la dimension qui était l'aptitude. Il faut se souvenir de ça, puis ça, on n'a pas changé. En fait, c'est simplement une question de revirer le modèle, mais c'est quand même important de parler de, par exemple, dans notre langage, si on parle de personnes ayant des capacités différentes, eh bien, c'est moins stigmatisant que de parler de personnes ayant des incapacités. La prise en compte de la temporalité. Alors, ça c'est beaucoup d'utiliser le modèle, par exemple, dans une perspective évaluative. Le modèle, quand on le prend et qu'on le voit comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, quand on fait une utilisation de modèle auprès d'un individu, par exemple, on va comme prendre une photo de ses caractéristiques personnelles, de l'environnement dans lequel il vit, et comment l'interaction entre ces deux dimensions va déterminer la qualité de sa participation sociale ou éventuellement des situations de handicap qu'elle va vivre. Ça, c'est une photo. Une photo, ça permet juste de décrire, ça ne permet pas d'expliquer. Malheureusement, souvent, là, on a une utilisation du modèle qui est juste ad hoc, alors que pour pouvoir mesurer un changement, il faut au minimum faire 2 photos dans le temps. Donc reprendre la même photo des 3 dimensions conceptuelles, par exemple pour une personne qui a été en réadaptation, pour lesquelles on a fait une intervention au niveau scolaire ou au niveau du travail, ou un changement au niveau de son milieu de vie, il faut reprendre une 2e photo, mais toujours le prendre dans les 3 dimensions. Donc il ne suffit pas, par exemple, de juste mesurer le résultat de participation sociale 2 fois. C'est sûr que c'est une donnée très importante, mais ça c'est juste la variable dépendante, c'est le résultat. Pour pouvoir comprendre le phénomène qui s'est passé, comprendre le changement, il faut aussi identifier ce qui a évolué au niveau personnel. Peut-être que sa situation s'est aggravée, et aussi ce qui a évolué ou changé au niveau environnemental. Par exemple, une personne dont le conjoint est décédé, par exemple, où il y a eu un déménagement, c'est tous des éléments qui peuvent jouer sur la qualité de participation sociale, alors que les intervenants, ils ont peut-être doublé leurs interventions auprès de cette personne. Mais il y a un contexte environnemental qui va avoir une influence. Et ça, vous ne pouvez pas le voir sans faire au moins 2 photos. Dans une perspective évaluative, ça permet d'avoir justement cette perspective longitudinale où, à partir d'objectifs qui sont énoncés au début d'une intervention, de pouvoir voir au bout d'un temps imparti la mise en œuvre et le résultat de cette intervention. Et ça peut être aussi, je prends l'exemple au niveau du ministère, par exemple les révisions des plans d'intervention et des plans de service périodiques qui permettent de faire ces photos dans le temps et qui permettent à ce moment-là d'avoir une approche évaluative. Ça peut se faire au niveau d'un programme, ça peut se faire au niveau d'une population, par exemple au niveau des municipalités, à partir d'une population territoriale. Et ça, c'est une utilisation. La première photo, les photos, ce sont des moments qu'on appelle synchroniques, hein, c'est des snapshots. Par contre, pour pouvoir expliquer les choses et évaluer, il faut avoir une approche diachronique qui s'inscrit dans la temporalité.
Alors ça, c'est quelque chose qui est précisé en termes justement de temporalité. C'est une utilisation qui est un petit peu mathématique. Elle est très très importante dans une perspective évaluative. On a voulu aller un petit peu plus loin dans la classification pour y introduire aussi qu'est-ce que c'est le PPH. Le PPH, là on voit des cases, mais ramenez toutes les cases dans l'interaction, puis vous avez le présent. C'est-à-dire actuellement, là je suis en train de vous parler, vous êtes mon environnement, je suis votre environnement, et on est dans le présent en train de vivre un moment du réel. Dans ce moment du réel, vous avez une perception personnelle, j'en ai une, et ça s'inscrit là dans la durée, mettons, du temps trop long que je prends, c'est ça. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'on va chercher par là l'expérience personnelle de la personne. L'expérience de l'individu qui vit le réel au quotidien, c'est pas quelque chose qu'on peut capturer ou attraper dans des snapshots synchroniques. C'est une information additionnelle qu'il faut aller chercher sur l'explication par la personne de son expérience vécue. Hein, c'est souvent négliger ces éléments-là. Ce que la personne vit, ce n'est pas ce que les acteurs et les observateurs décrivent, ou du moins il faut qu'ils aillent le recueillir pour pouvoir l'analyser. Donc c'est une dimension qu'on trouve importante à ajouter, puis qui rejoint complètement l'approche participative, si vous voulez, où tous les acteurs, je veux dire, sont importants dans un processus, que ce soit en recherche, que ce soit dans les services, que ce soit dans les programmes. C'est la parole de la personne qui n'a pas à être objective, c'est une parole subjective, c'est sa vision du réel, et on n'a pas à l'objectifier à partir d'une perspective professionnelle, par exemple. Donc ça incite à l'écoute. Donc, je voulais terminer en rendant hommage à Mario Bolduc, un membre fondateur du RIPPH qui malheureusement est décédé, mais qui conclut, je pense, assez bien sur qu'est-ce qu'on entend finalement par personne handicapée ou situation de handicap. Il faut comprendre que dans cette approche-là, la notion de situation de handicap, ce n'est pas une étiquette qui est accolée à la personne. C'est quelque chose de relatif et qui varie. Et on peut être en situation de participation sociale pour certaines habitudes de vie et en situation de handicap pour d'autres. Et ça évolue dans le temps. Donc il faut faire attention de ne pas remplacer, par exemple, personne en situation de handicap pour ne pas dire personne handicapée. Ce n'est pas une nouvelle étiquette. Donc c'est important. Alors Mario Bolduc disait des concepts clairs, basés sur le réel, aident à dissiper la confusion sur la nature des problèmes et de leurs solutions. On pourra comprendre que la notion même de personne handicapée n'a pas de sens. Le fait de vivre des situations de handicap dans certaines circonstances ne peut être assimilé à un statut social que l'on accole à une personne de façon définitive. Il est possible de vivre avec des déficiences et d'avoir des limitations fonctionnelles sans nécessairement être continuellement perturbé dans sa vie quotidienne. Ces situations de handicap ou restriction de la participation sociale diminueront d'autant plus qu'on agira efficacement sur l'environnement social et physique de la personne. Cette compréhension des choses change radicalement les perspectives et l'orientation des actions. Alors je pense qu'avec cette nouvelle mouture de la classification, on est fidèle à l'esprit de Mario. Alors merci. Merci Patrick. Eh bien, en arrivant au terme de cette présentation, on serait
tout à fait heureux de répondre à vos questions. Et on invite les personnes qui nous écoutent à distance de rouvrir leur micro pour celles qui l'avaient fermé et d'adresser vos questions. Patrick, je veux seulement te remercier, c'est Isabelle. Oui. Et puis, on doit quitter, mais on voulait te remercier. Et on va sûrement demander, vous avez sûrement un nouveau cahier de la classification internationale. En tout cas, on est vraiment intéressé à l'obtenir, ça c'est certain, pour vraiment être à Elle est jour. là. Alors, juste pour préciser... Oui. Oui, vas-y. Juste pour préciser, Jean-Pierre l'a dit, mais on se donne un mois pour finaliser. En fait, le volume est déjà là, mais on n'a pas l'index, parce que l'index, il faut le faire juste à la fin, quand toutes les pages sont stabilisées. Et c'est aussi un document qu'on veut accessible aux personnes non-voyantes, donc on a des textes de remplacement pour tous les figures et les tableaux, donc qui ne sont pas encore intégrés, mais qui sont faits. Merci Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. encore une fois et bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonsoir. Et oui, à propos de la liste expérimentale aussi des facteurs identitaires, on vous invite, je crois que je peux le dire sans crainte, qu'on vous invite à, une fois que vous aurez cette classification en main et que vous l'utiliserez, c'est d'adresser au RIPPH vos commentaires, vos suggestions de modifications, les corrections que vous jugeriez utiles pour améliorer cette liste de facteurs identitaires ou leur définition. Ce sera des choses qu'on va reprendre dans nos réseaux d'information pour préciser les modalités. Alors, il n'y a pas de questions? Bonjour, Oui. bonsoir plutôt. Oui. Oui, alors j'ai pris la présentation en cours. Je suis désolé, je n'ai pas pu faire autrement. Alors je me présente, je m'appelle Augustin de France et je voulais en fait avoir des précisions concernant la partie au niveau de la participation sociale en fait. Parce que vous avez appuyé sur l'aspect environnemental et je voulais avoir un peu plus de précision sur cet aspect-là, s'il vous plaît, l'interaction entre l'environnement, la participation sociale, et deuxièmement par rapport au reversement, de ne plus parler d'incapacité, mais de capacité. Voilà, donc c'est un peu... Je vous remercie, en tout cas merci pour cette présentation et je ne suis pas un spécialiste en fait du FDH-EPH, mais bon, je m'y intéresse. Merci beaucoup de votre question. Patrick, tu vas toujours plancher. Bon, par rapport à la notion de situation de participation sociale, en fait, situation de participation sociale, situation de handicap, ça s'inscrit dans un continuum d'évaluation, d'appréciation. Et ce n'est pas quelque chose qui est figé et surtout pas quelque chose qui est une caractéristique personnelle. C'est le résultat de la relation et de l'interaction entre les caractéristiques personnelles et l'environnement. Les deux sont susceptibles de changer. Donc, c'est important de voir que la réalisation des habitudes de vie ou l'exercice des droits, ça peut varier selon un ensemble de variables. C'est quelque chose au niveau du résultat. Donc, quand on utilise le MDH-PPH, ou en tout cas la philosophie du MDH-PPH, c'est qu'on ne peut pas coller des situations de handicap, par exemple, à des diagnostics. On ne peut pas partir des diagnostics et remonter la chaîne pour en arriver
à des éléments de participation sociale qui implicitement pourraient être perturbés. Les habitudes de vie, c'est les habitudes de vie de tout le monde. Tout le monde a un certain degré de participation sociale. Ici, on évalue chacun d'entre vous, on va trouver vos situations de handicap. C'est qu'on en a aussi. Tout le monde en a. C'est qu'on a tendance à projeter une image où toutes les personnes qui n'ont pas d'incapacité auraient une pleine participation sociale. Mais en tout cas, par choix, il y en a plusieurs qui ne font pas de sport. Il y en a plusieurs qui décident de rester à la maison plutôt que de travailler, ou alors qui sont obligés aussi par le contexte. Donc, on ne peut pas avoir cette perspective-là. Puis dans ce sens-là, le MDH-PPH, c'est pour ça qu'on dit qu'il s'inscrit dans une approche anthropologique, écologique, interactionniste, c'est que il ne fait pas peser la responsabilité du handicap sur la personne. Oui, et ça c'est important justement. Ouais. Et si je peux me permettre, Monsieur Fougerolas, Patrick, en fait, nous sommes un groupe à être en Master 2 à l'école de haute études en santé publique à Rennes, en France, et une de nos intervenantes, professeure Eve Cartier, nous a présenté justement vos travaux, et c'est vrai que pour nous, qui n'avons pas cette habitude de ce changement de regard, c'est important justement de pouvoir en fait un peu switcher et avoir un regard non pas du côté de la personne avec handicap, mais que c'est tout un ensemble en fait. C'est ça. Alors c'est ça appelle à réfléchir quand on dit la personne avec handicap, de quoi on parle? On ne parle pas des situations de handicap. En général, on parle plus des déficiences et des incapacités. Donc il y a un niveau de langage et de terminologie qu'il faut apprendre à décrypter par une approche du MDH-PPH. Et puis surtout, je le dis là pendant que j'en ai l'occasion par rapport à nos collègues français puis européens, ne me dites pas situation de handicap sensoriel ou physique ou quelque chose, parce que on retombe à ce moment-là dans le modèle biomédical. C'est ça. Donc on réattribue la situation de handicap, en fait, qui insiste sur l'aspect situationnel et relatif des choses, on le ramène à nouveau à la personne. Donc c'est bien important. Ouais. Et pour finir, si je peux me permettre, c'est vrai que de ne pas parler des incapacités, mais des capacités, ça c'est pour moi un changement de regard important. Mais comment vous pourriez dire, pour ne pas dire les personnes en situation de handicap? Ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui peuvent avoir des capacités différentes sur le plan visuel, sur le plan auditif, sur le plan moteur. Donc, insister sur la différenciation des individus dans leur fonctionnalité. C'est sûr que les incapacités existent, mais c'est un degré de sévérité, mais d'y aller plus avec un langage positif, ça aide beaucoup aussi. Et par rapport à l'Europe, ce qu'il faut faire attention, puis on peut le dire aussi au Québec, c'est que on n'utilise pas l'approche PPH invalide, ouais, c'est un bon choix de mots, invalide les taux d'incapacité. Donc, les taux d'incapacité, en fait, ce n'est pas des taux d'incapacité fonctionnelle, c'est des taux d'incapacité liés à la compensation par rapport à une activité rémunérée. Donc, c'est un taux d'invalidité. Alors ça, c'est plus un langage d'assureur. C'est pas du tout l'utilisation du terme incapacité dans le sens du PPH. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, j'ai une question. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Rosémond.
Bonsoir, je suis Osé Murgur, je suis étudiant avec Augustin Boubin, en fait, mon collègue qui vous a posé les questions antérieures. En fait, moi j'ai une question par rapport à ce modèle, dans la vision, dans la révision de ce modèle, j'ai l'impression que vous avez essayé, peut-être que je me trompe, mais on peut appliquer en fait ce modèle à n'importe quel individu lambda à un moment T de son histoire, à travers un parcours de vie. Ce n'est pas spécifique au handicap, mais à n'importe quel individu qui, à un moment donné, peut être accidenté de la vie dans un contexte de réalité, en fait. J'ai l'impression que voilà, ce modèle tient plus compte de la globalité d'une personne à un moment donné qui bascule dans une situation de handicap dans un environnement donné, à un moment donné de sa vie. Est-ce que C'est pour ça qu'on dit... dans cette vision-là que... C'est pour ça qu'on dit modèle de développement humain. En fait, le modèle de développement humain, on pourrait mettre un point. Parce que c'est un modèle qui s'applique à tout le monde et qui va amener chaque personne à être ce qu'elle est, là, dans son interaction avec l'environnement. En plus, étant donné que nous, on s'intéresse, on est dans le champ du handicap, et puis que le modèle du MDH, PPH, sa filiation, hein, c'est quand même parce que c'est un modèle qui s'est développé avec la critique de la CIDI et de la CIF de l'OMS. Alors, c'est la classification de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc là, on s'inscrit dans un modèle qui sort de l'approche santé puis biomédicale pour parler du développement humain et qui permet de voir comment des atteintes organiques ou au niveau des aptitudes vont amener les personnes à vivre des situations différentes au niveau de leur participation ou en fait ça permet de comprendre le phénomène de production du handicap et c'est applicable pour d'autres réalités. Oui, je trouve ça très intéressant, vraiment, je vous remercie, monsieur. D'accord. Ici, là, dans la salle, est-ce que... Ça va? Tout le monde est satisfait? Bon, on va boire un petit coup, alors. D'accord, alors je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Je voulais pas arrêter sans dire que Ginette, tout à l'heure on a joué sur ton nom, mais Ginette Saint-Michel fait partie de l'équipe de conception de la classification de la première équipe de 88 à 2000. Il faudrait qu'on ne laisse pas partir les gens sans prendre un verre ensemble. Oui, alors on vous a... Ben c'est certain que vous voyez qu'on vous a préparé un petit vin d'honneur pour le lancement. Nous allons appliquer ce modèle sur le plan individuel et sur le plan collectif. On aura l'occasion d'en reparler à cette occasion-là. Merci. Je ne sais pas si on pouvait prendre l'autoroute avant, en tout cas, on a fait des routes, on a bougé.
manqué. Ça faisait, c'était à 80 000 que ça commençait. On a commencé à 80 000 l'introduction.